Ça y est, le compte à rebours est lancé. Dans quelques semaines, tous les citoyens de l'Union européenne ont rendez-vous avec les urnes. Donc vous aussi, si vous avez plus de 18 ans, pour désigner les futurs eurodéputés. Ces élus qui siégeront pour les 5 prochaines années pour représenter les États membres de l'Union européenne, ici au Parlement européen à Strasbourg. Mais alors, c'est quoi ce Parlement? À quoi il sert? Comment il fonctionne? C'est qui ces eurodéputés? J'ai eu la chance extraordinaire d'infiltrer ce lieu qui représente quand même 450 millions de citoyens européens. Je vous emmène au cœur du système, dans les coulisses du Parlement européen. Là, vous voyez, on est dans l'entrée du Parlement européen à Strasbourg. On est dans la cour Louise Weiss. C'est absolument magnifique. Le Parlement européen, c'est un peu la réunion de famille des 27 États membres de l'Union européenne. Avec, comme dans toute famille, ses réussites, ses échecs et ses divorces. Et il faut obéir à un certain nombre de règles qui n'ont cessé d'évoluer depuis la création du Parlement il y a un peu plus de 70 ans. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Traumatisé par 5 années de guerre, le vieux continent n'a qu'une idée en tête, ne plus jamais revivre ça. Pour tout reconstruire, 6 pays décident de s'allier pour partager leurs ressources en charbon et en acier. C'est comme ça qu'en 1951, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et la France créent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. C'est en quelque sorte l'ancêtre de l'Union européenne. Un an plus tard, les habitants des 6 pays membres sont invités à prendre part aux discussions. Évidemment, quand je parle d'habitants, ce sont plutôt des délégués qui sont envoyés. Si tout le monde venait, ce serait un énorme bordel. Enfin, ces délégués se retrouvent à Strasbourg, l'Assemblée commune est née. 78 parlementaires sont là, surtout pour débattre, parce qu'en réalité, ils n'ont aucun pouvoir. Pendant ce temps, la CECA évolue et devient la CEE, la Communauté économique européenne. Une vraie entité politique à part entière, structurée en 3 institutions. D'ailleurs, si aujourd'hui Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg sont des villes associées à l'Union européenne, à l'aube des années 60, les membres de la Communauté économique européenne réfléchissent à regrouper les 3 institutions dans une ville, Nice. Mais les Allemands sont contre. Ils trouvent que la ville est trop chill, pas assez sérieuse. C'est là que les Belges proposent Bruxelles. C'est central, c'est pratique, ça convient à tout le monde. La Commission européenne, le Conseil et le Parlement s'y installent, même si le siège du Parlement européen sera installé ici, à Strasbourg. Bon, mais revenons à notre histoire. On est en 1973 et 3 nouveaux pays ont rejoint l'aventure de la Communauté économique européenne. L'Irlande, le Danemark et le Royaume-Uni. Pour le moment, le Parlement européen n'a toujours pas de pouvoir et n'est pas vraiment démocratique. Les parlementaires de l'époque sont en fait des députés de ces pays membres, désignés par leurs parlements respectifs. Alors, pour réparer ça, on décide d'organiser des élections au suffrage universel direct. Chaque citoyen votera lui-même pour élire ses eurodéputés. Le 9 et 10 juin 1979, dans les 9 pays de la Communauté économique européenne, les citoyens choisissent pour la première fois leurs députés européens. C'est un grand moment, le Parlement devient alors la seule institution européenne directement élue par le peuple. Concrètement, on parle de 410 parlementaires élus. Ces nouveaux eurodéputés votent à leur tour pour désigner leur chef, le premier président du Parlement européen. Et surprise, ce n'est pas un président, mais une présidente. Non seulement c'est une femme, mais en plus, elle est française. Je félicite Madame Veil de son élection. Lui adresse les meilleurs vœux pour l'exercice de son mandat et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Au fil des années, d'autres pays rejoignent la Communauté économique européenne. La Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986 et en 1993 avec le fameux traité de Maastricht, la CEE, la Communauté économique européenne, devient officiellement l'Union européenne. Composé de 3 parties, la communauté économique, avec la monnaie unique notamment, la politique étrangère, texte nouveau, et les coopérations politiques, il se présente comme une somme de 35 ans d'expérience communautaire. C'est simple, ce traité de Maastricht, c'est le traité fondateur de l'UE. Et à partir de ce moment-là, l'Union européenne ne cesse de grandir. Jusqu'en 2013, 16 pays vont venir grossir ses rangs pour former l'Europe des 28. Devenue plus tard l'Europe des 27, puisqu'en 2020, il se passe ça.
believe we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. Aujourd'hui, le Parlement, c'est une institution essentielle de l'Union européenne, avec un vrai rôle de législateur qui fait les lois. Donc, les lois européennes sont discutées et votées ici, à Strasbourg, juste derrière moi. En vrai, même le bâtiment, c'est une folie. J'ai visité pas mal de parlements dans le monde, mais celui-ci, c'est un vrai délire. 220 000 mètres carrés de surface, c'est l'équivalent de 14 stades de France. 20 étages, 1133 bureaux, 18 salles de commission, un rooftop et une immense façade vitrée qui est censée représenter la transparence démocratique. Il y a bien sûr l'énorme hémicycle, mais aussi une cantine, 6 bars, 2 restaurants, un pressing, un salon de coiffure, une imprimerie. En fait, on le réalise une fois dedans. Ici, on est dans une mini-ville. Alors, il y a une salle que moi je connaissais pas, qui s'appelle le lieu de recueillement et de méditation. Bon, c'est pas une salle de prière à proprement parler, dans le sens où elle concerne aucune religion spécifique. Mais enfin, tous les croyants du Parlement européen peuvent venir prier et se recueillir ici. Mais le Parlement européen, c'est avant tout le bâtiment des eurodéputés. Et j'ai voulu comprendre ce qu'ils faisaient réellement de leur journée, comment ils se plaçaient dans l'hémicycle, combien ils gagnaient, parce que, vous allez le voir, c'est pas si simple que ça. Le Parlement européen, c'est tout simplement la plus grande institution internationale à élire directement ses représentants. Au total, 705 eurodéputés sont élus pour représenter 450 millions de citoyens européens. Et dans ce gigantesque bâtiment, chaque eurodéputé a son espace perso. Bonjour Christophe Clergeau. Bonjour. Vous êtes eurodéputé et donc ici, c'est votre bureau. Ah voilà, c'est ici qu'on travaille, les visios, les réunions autour des amendements, une petite télé pour suivre les débats en direct quand on n'est pas dans l'hémicycle, savoir ce qui se déroule. On dirait un peu une studette étudiant en fait. Bah, c'est le principe, hein. Il y a la salle de bain juste à côté et puis là on a la petite banquette pour faire c'est la fameuse banquette. La sieste. Ah, c'est pas hyper confortable, vous pouvez pas trop dormir ici en fait. Hein. Non, la nuit là, ça serait peut-être pas terrible. Et puis de ce côté-là, vous avez une salle de bain. Voilà, salle incroyable. De bain, toilette. La fameuse salle de bain du bureau des eurodéputés avec une douche. Par contre, c'est plutôt la cuisine pour laver les tasses. Parce que c'est quand même l'activité principale, c'est de boire du café plutôt que de prendre des douches. Bon, en gros ici, c'est comme un mini-appart, mais c'est pas là qu'ils votent. Le cœur du Parlement européen, c'est ici, l'hémicycle. 750 places plus 628 pour le public au-dessus de l'Assemblée. C'est dans cette salle que les lois européennes sont votées, mais pas que. Allez, rien que pour vous, petit best-of des moments les plus pépites du Parlement. Perhaps you will understand and agree with me that within the European form of lawmaking, mis un masque qui représente le masque de Madame Merkel. je vous offre cette corde d'escalade. Bouge le dos, c'est bien. Plus grand. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Azadi, women, life, freedom. L'hémicycle a accueilli jusqu'à 785 députés, c'était en 2007. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc début 2024, ils sont 705. Mais ils seront bientôt 15 de plus parce qu'avec le Brexit et les évolutions démographiques, un certain nombre de sièges va être redistribué. En fait, chaque pays membre a droit à un nombre précis d'élus, entre 6 et 96 en fonction de la taille de la population. L'Allemagne, par exemple, c'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Bon, du coup, c'est elle qui a le plus de sièges, 96 en tout. À l'inverse, les petits pays comme le Luxembourg ou Malte n'ont droit qu'à 6 sièges chacun. Bon, mais c'est pas non plus totalement équitable. Les petits pays, en fait, sont surreprésentés au Parlement européen. Le Luxembourg a 1 eurodéputé pour 76 000 habitants, alors que l'Allemagne a 1 eurodéputé pour 860 000 habitants. C'est pas hyper ferme, enfin, c'est comme ça. Nous, en France, aujourd'hui, on a 79 eurodéputés. Mais en 2024, on va gagner 2 sièges, il y aura donc 81 eurodéputés français. Bon, dans l'hémicycle, les eurodéputés doivent se regrouper non pas par pays, mais par affinité politique. Ici, on ne débat pas pour son pays, mais pour l'Europe. Pour la répartition, c'est simple. Si on est de droite, on se place à droite de l'hémicycle. Si on est de gauche, à gauche de l'hémicycle. Un groupe politique, c'est minimum 23 élus de 7 pays membres différents. Et chaque eurodéputé ne peut appartenir qu'à un seul groupe. Et si vraiment ici on retrouve aucun groupe qui correspond à nos idées, on rejoint la liste des eurodéputés non inscrits. C'est un peu le groupe des marginaux, ceux qui ont leurs propres idées, de droite comme de gauche. Bon, mais rentrons dans le détail car vous allez voir, c'est passionnant. En tout cas, moi ça me passionne.
Bon, donc là, il y a l'hémicycle. À l'extrême gauche, ici, il y a le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, dans lequel on retrouve les députés de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Là, la tête de liste pour les élections de juin, c'est Manon Aubry. À gauche, on a l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates S et D. La tête de liste en juin, c'est Raphaël Glucksmann avec son parti, Place Publique. Au Parlement européen, on retrouve aussi les Verts dans l'hémicycle, où siège par exemple Marie Toussaint, qui est la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts. Plutôt au centre, par là, il y a le groupe Renew Europe, les libéraux. C'est là qu'on trouve principalement des membres du parti d'Emmanuel Macron, comme la tête de liste pour les prochaines élections, Valérie Hayet. Encore plus à droite, juste là, j'ai l'impression de présenter la météo. On a le groupe qui compte le plus d'élus dans tout le Parlement, le Parti populaire européen, le PPE. Dedans, on retrouve par exemple François-Xavier Bellamy, qui est la tête de liste pour les Républicains. Et enfin, à l'extrême droite, on retrouve le groupe des conservateurs et des réformistes européens, CRE, et le groupe de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, quand elle était eurodéputée, Identité et démocratie, ID. Bon, mais tout ce petit monde a besoin d'être géré. Je vous le disais au début de la vidéo, le Parlement européen, c'est un peu comme une grande famille. Donc, si les eurodéputés sont les enfants, le parent, c'est un peu le président. Un président ou une présidente élu tous les 2 ans et demi par les parlementaires, il s'installe là, il surveille les votes, dirige les débats et vérifie que tout se passe bien durant les séances. Depuis janvier 2022, c'est une femme, Roberta Metsola, une Maltaise et membre du parti majoritaire, le parti de droite, le PPE. Moi, quand je suis venu ici pour la première fois, je pensais naïvement que tout le monde parlait anglais, pour que tout le monde se comprenne, quoi. Eh ben, pas du tout. En fait, il n'y a pas de langue officielle au Parlement européen. Par souci d'égalité, les 24 langues européennes sont parlées. Alors, vous imaginez bien que, pour se comprendre, c'est parfois un peu compliqué. Là, on est donc dans une cabine de traduction, c'est absolument énorme d'être là. Il y a une députée qui est juste là, sinon l'hémicycle est totalement vide. C'est pour ça que, dans ces cabines, installées juste au-dessus de l'hémicycle, un peu plus de 70 interprètes traduisent en temps réel tous les débats dans toutes les langues. Là, vous voyez, hop, il y a des petits casques. Voilà, une fois que vous avez mis le casque, vous pouvez choper la langue que vous parlez. Et pour les Français, c'est le 3. Vous imaginez bien, c'est un travail de fou furieux. À chaque nouvelle session parlementaire, ils doivent se familiariser avec l'ordre du jour, les documents, les termes juridiques. Et puis, de temps en temps, ça arrive même qu'ils traduisent dans le vide alors qu'il n'y a personne au bout du casque pour les écouter. Parce que oui, les députés européens ne sont pas toujours à leur poste pendant les sessions parlementaires. Et ça emmerde quelques personnes. Parce que pour ce job, c'est-à-dire être présent pour voter les lois, les eurodéputés, ils sont très bien payés. Le salaire est le même pour tous les eurodéputés, quelle que soit la nationalité, quel que soit ce que ça représente en termes de pouvoir d'achat à l'échelle de leur pays. On est sur du 6 600 € net par mois. Mais attention, c'est pas tout. En plus de ce salaire fixe, ils ont droit à une enveloppe mensuelle de 4 513 € pour couvrir ce qu'on appelle les frais généraux. En gros, ça recouvre les repas, les logements pendant les déplacements, ou même le matériel, par exemple pour acheter un ordi. Mais c'est pas tout, il faut ajouter les 320 € par jour de présence pour les 4 à 8 jours de séance mensuelle au Parlement de Strasbourg. Bref, à la fin du mois, vous inquiétez pas, ils sont pas à plaindre, un eurodéputé peut gagner jusqu'à 16 000 € rien que pour son travail de parlementaire. C'est 11 fois le SMIC. En comparaison, un député de l'Assemblée nationale, donc nos députés français, gagne 7 000 € par mois. C'est plus de 2 fois moins que son homologue européen. Bon, évidemment, cette rémunération, elle pose énormément de questions. Déjà, parce que ça a un coût, et c'est indirectement, nous, les Européens, qui payons le salaire de nos élus. Oui, chaque pays membre contribue au budget européen avec des fonds qui viennent entre autres de la TVA et des impôts. Puis, il y a assez peu de contrôle sur la façon qu'ont les eurodéputés de dépenser cet argent. Du coup, il y a des dérives de tous les bords politiques. François Bayrou, au cœur de la tourmente. Les juges d'instruction l'ont mis en examen à l'issue de 10 heures d'interrogatoire dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires européens. Presque 5 millions d'euros, c'est le chiffre transmis aux juges financiers. 5 millions d'euros de salaire qui auraient été versés frauduleusement aux assistants d'eurodéputés frontistes. Que ce soit François Bayrou, ancien eurodéputé centriste, ou Marine Le Pen, ex-eurodéputé du Rassemblement national, ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour financer les salaires de leurs collaborateurs perso. Pour devenir député, il y a quand même des règles. Les eurodéputés n'ont pas le droit d'être ministres, maires ou tout simplement d'exercer dans leur gouvernement national. Mais tout autre emploi est autorisé. En même temps, on le comprend, il faut bien un job alimentaire quand tu gagnes 16 000 € par mois. Ce qui peut poser plusieurs problèmes. Déjà celui de la disponibilité, des débats sur leurs différentes sources de revenus parce qu'ils perçoivent 2 salaires et évidemment des conflits d'intérêts. Par exemple, un eurodéputé avocat n'a pas le droit de voter à Strasbourg si le dossier concerne un de ses clients. Bon, ça paraît assez logique finalement, mais encore une fois, c'est un sacré bordel. Bon, mais je vous rassure, le Parlement européen, c'est pas que des affaires d'emplois fictifs et des eurodéputés aux généreux salaires. C'est aussi un gigantesque bâtiment en ébullition, des débats, des applaudissements, des happenings. Mais une question subsiste dans la tête de beaucoup de Français et de beaucoup de citoyens européens. À quoi sert ce Parlement ?
Bon, vous l'aurez compris, au Parlement européen, on discute des lois de l'Union européenne. Une fois par mois, les représentants des pays membres se retrouvent dans l'hémicycle et débattent de propositions de loi pour l'Europe, jusqu'à ce qu'ils trouvent un compromis qui convienne à tout le monde. Alors vous allez me dire, ok, mais nous, en tant que Français, est-ce qu'on s'en fout pas un peu ? Dans les faits, oui, mais on ne devrait pas. Alors oui, c'est vrai que dans les stats, les Français s'en foutent pas mal de ce qui se passe à l'échelle de l'Union européenne. Beaucoup plus que de la politique nationale en tout cas. Aux dernières élections européennes, en mai 2019, seul 1 Français sur 2 est allé voter. Alors qu'aux présidentielles, en 2022, 7 Français sur 10 se sont déplacés pour voter. Et ce fort taux d'abstention pour les européennes, ça pose un vrai problème. Parce qu'en réalité, ce Parlement européen, il est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Déjà, c'est la plus grande institution européenne, 705 députés, c'est énorme. Ok, mais concrètement, vous vous souvenez peut-être des pailles en plastique, c'est une loi européenne qui les a fait disparaître. Si vous pouvez désormais utiliser votre téléphone dans tous les pays européens sans faire exploser votre facture, c'est encore grâce aux eurodéputés qui ont voté pour la suppression des frais d'itinérance. Le fameux RGPD aussi, qui protège nos données personnelles. Ça aussi, ça a été voté ici. Et d'ici décembre 2024, peu importe si vous avez un iPhone, un téléphone Samsung ou j'en passe, vous pourrez le recharger avec un chargeur universel. Merci aussi aux eurodéputés pour ça. Même si on peut légitimement en douter parfois, le Parlement européen reste extrêmement puissant, capable de faire plier des grandes entreprises comme Apple. Donc les lois qui sont votées ici nous touchent directement. Bon, après il y a aussi des projets de loi plus vastes qui parleront peut-être à moins de gens, mais qui restent absolument essentiels. Encadrer l'usage des IA, protéger la biodiversité, ou encore organiser une politique commune aux États membres sur la migration et l'asile. Bref, vous l'aurez compris, quand il s'agit de lois européennes, c'est toujours le Parlement qui a le dernier mot. Mais avant qu'une loi soit votée, elle doit d'abord faire un sacré parcours. Alors comment ça se passe ? La Commission européenne commence par proposer un texte. Ce texte est ensuite envoyé au Parlement, qui en débat et fait des modifications. Puis le texte modifié est soumis au Conseil. Si le Conseil approuve, le texte devient une loi. Sinon, il propose des modifications et le renvoie au Parlement. Le Parlement discute de nouveau. Si les modifs lui paraissent bien, la loi est votée. Sinon, le texte est rejeté. Le Parlement a le dernier mot. S'il aime, ça passe. S'il aime pas, c'est mort. Et avant d'arriver ici, dans l'hémicycle à Strasbourg, les textes sont étudiés par les eurodéputés à Bruxelles en fonction de leur domaine de compétence. Par exemple, un député qui a bossé dans l'agriculture va plutôt s'intéresser aux questions environnementales. Un eurodéputé qui était avocat, lui, va plutôt s'intéresser aux affaires juridiques. Chacun a un peu sa spécificité et peut faire bénéficier de son expertise à toute l'Union européenne. Et c'est tant mieux. Et une fois que tout ce petit monde a bien discuté des lois, faut passer au vote. Chaque jour de vote, les eurodéputés s'installent à leur place dans l'hémicycle. On vote soit à main levée, soit sur ce petit boîtier. Ici, si vous êtes d'accord, ici, si vous êtes neutre, et là, si vous n'êtes pas d'accord. La majeure partie du temps, les eurodéputés travaillent au Parlement de Bruxelles. Ils ne sont ici, à Strasbourg, que 4 jours par mois. La majorité du temps, cet hémicycle est donc totalement vide. Et ça peut paraître surprenant, mais tous les mois, le bureau de Bruxelles déménage à Strasbourg. C'est un giga bordel. Comprenez bien, il faut déplacer 705 eurodéputés, plus leurs assistants, plus le personnel du Parlement. En gros, 3000 personnes. Pour le voyage, il faut compter 8 camions pour transporter les dossiers, une centaine de voitures de fonction et 2 TGV mis à disposition des eurodéputés. Cette immense transhumance mensuelle coûte plusieurs centaines de millions d'euros par an à l'UE. C'est hyper cher, pas du tout écolo, et vous imaginez bien, tout ne se passe jamais comme prévu. En octobre 2023, par exemple, le train des eurodéputés part de Bruxelles pour Strasbourg, mais problème, à cause d'une erreur d'aiguillage de la SNCF, le train se retrouve à Disneyland Paris. En fait, les activités parlementaires pourraient être toutes centralisées à Bruxelles, c'est souvent discuté d'ailleurs, mais les Français sont pas chauds du tout de lâcher Strasbourg, et quand on est ici en vrai, on peut comprendre pourquoi. Si je fais cette vidéo, c'est qu'on va bientôt être sollicité. Quand je dis « on », c'est nous, les citoyens de l'Union européenne. Comme tous les 5 ans, depuis 1979, on va devoir voter pour nos eurodéputés. Pour voter, quand on est français, c'est simple, il faut avoir plus de 18 ans et être inscrit sur les listes électorales. Et puis, on vote pas simplement pour une personne, mais pour une liste, une équipe de 81 députés. Et puis, en fonction du résultat de chaque liste, un nombre proportionnel de sièges leur est attribué. Tu comprends bien du coup que quand tu veux être candidat et que la tête de liste vient te voir et te dit « Ok, j'ai envie que tu rejoignes ma liste » et qu'on te propose la 79e place, tu fais un peu la gueule. Cette stratégie d'être bien placé sur la liste à un terme, on parle alors de position éligible. Donc, selon ta place sur cette liste, tu as plus ou moins de chances d'avoir un siège. Ça, c'est en fonction évidemment du résultat de ton parti. Cette année, les élections se tiennent du 6 au 9 juin et certaines listes sont déjà prêtes.
Pour moi, c'est hyper important de vous proposer des vidéos sur la chaîne pour vous faire vivre cette élection hyper importante. J'ai donc interviewé les têtes de liste. C'est un tout nouveau format. Vous pourrez donc retrouver François-Xavier Bellamy, des Républicains, Manon Aubry, de la France Insoumise, Raphaël Glucksmann, de l'Alliance Place Publique Parti Socialiste, Marie Toussaint, des Écologistes, Valérie Ayé, de Renaissance et Marion Maréchal, de Reconquête. J'ai aussi, bien sûr, contacté Jordan Bardella, du Rassemblement National, qui n'a finalement pas donné suite malgré nos nombreuses relances. Je pouvais évidemment pas proposer à tout le monde. Pour info, en 2019, on comptait 34 listes candidates aux élections européennes. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, tout ça, pour ne rater aucune vidéo. Si le Parlement européen n'a pas une image hyper glamour, c'est surtout qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui s'y passe. Les eurodéputés sont rarement des grandes stars de la politique, ils sont peu médiatisés et ils sont surtout très très nombreux. C'est vrai que le fonctionnement des institutions européennes peut paraître parfois inaccessible, mais j'espère qu'avec cette vidéo, ça paraîtra un peu moins opaque. Depuis sa naissance, le Parlement européen a toujours eu une place essentielle, voire capitale au sein du continent européen. Dans les couloirs de cet immense bâtiment bat le cœur de la politique européenne. L'Union européenne, c'est un tout qui se construit encore aujourd'hui. C'était une partie des coulisses du Parlement européen.